Donc moi, je suis là pour vous parler d'entreprise agile et durable et finalement de se poser ensemble la question, est-ce que l'entreprise agile et l'entreprise durable, c'est la même chose? Donc avant tout, comme Damien, petit disclaimer, parce que cette conférence lui appartient, c'est lui qui l'a créée, mais la première fois qu'il l'a donnée, c'était au Salon Pro Durable en avril dernier, il me semble, il y a un peu plus d'un an. Et elle a beaucoup résonné en moi, donc je lui ai demandé gentiment l'autorisation de lui piquer cette conférence. Et donc, je me la suis un peu appropriée et je l'ai donnée à l'Agile Tour Sofia l'an dernier. Donc, merci Damien qui va finalement, à travers de moi, présenter ce contenu-là et ce débat-là. Donc, entreprise agile, entreprise durable, est-ce que c'est la même chose? Alors, si on essaie de répondre spontanément, on peut se dire, bah oui, c'est évident, puisque derrière agilité, on met quelque chose autour de l'adaptation, de la résilience. Donc, forcément, une entreprise qui est agile, elle est durable. Mais on trouve que c'est quand même un peu court parce que la réalité, elle est beaucoup plus complexe que ça. Et notamment parce que derrière les notions agiles et durables, surtout quand elles s'appliquent à l'entreprise, en fait, c'est riche de multiples sens. Donc, on n'est pas vraiment certain qu'on parle de la même chose quand on parle de durabilité et d'agilité. Donc le propos finalement de cette conf, c'est un petit peu une démonstration en fait. C'est une tentative de démonstration que c'est vraiment une bonne stratégie d'entreprise que de chercher à être agile, plus agile en tout cas, car cela est bénéfique pour toutes les parties prenantes de l'entreprise et de son écosystème, et par là même ça assure sa durabilité dans le temps. Donc cette conférence, elle a un petit plan. On va parler on va essayer d'éclaircir le flou d'abord au travers qu'il y a sur les termes agile et durable en particulier appliqués à l'entreprise. Ensuite, on va regarder ce que c'est que l'agilité dans la et dans la stratégie, pardon, et en quoi ça aide une entreprise à durer. Et puis on va finir en illustrant par deux exemples de leviers d'agilité utilisés dans des domaines qui ne sont pas forcément très évidents au premier regard. Et puis avant ça, je vais me présenter très très rapidement ainsi que Good. Donc moi je suis Sophie Durand, je suis coach agile chez Good. Et chez Good, qu'est-ce qui nous réunit? C'est une obsession, c'est la lutte contre le gâchis organisationnel. Et pour ça, on utilise notre arme qui est notre expertise agile, c'est-à-dire les leviers de l'agilité pour lutter contre le gâchis organisationnel. Et tout ça pourquoi? Pour aboutir à une entreprise finalement plus saine, plus agile, plus durable. Le gâchis organisationnel, je peux peut-être vous donner quelques exemples et je pense que certains de ces exemples vont beaucoup vous parler et je l'espère beaucoup résonner chez vous. Par exemple, on prend tellement de soin à prendre une décision, on fait des plans, on se réunit pendant des mois, on échange, que en fait le temps qu'on aboutisse et qu'on exécute la décision, il est bien trop tard et le contexte a complètement changé et rend la décision complètement obsolète. On recrute les meilleurs, alors on prend un soin incroyable à s'assurer que les gens qu'on recrute sont bien les meilleurs avec les bons CV, les bonnes expériences. On leur fait passer des batteries d'entretien. Tout ça, une fois qu'ils sont en place, pour ne plus leur laisser suffisamment d'autonomie au point qu'ils s'ennuient et qui ne peuvent pas du tout exprimer leurs talents et ils finissent par s'en aller. Autre exemple de gâchis. L'entreprise se fait surprendre sur un projet, une initiative. Pourtant, quand on entendait dans les couloirs à la machine à café, tout le monde savait qu'on allait dans le mur. Et pourtant, on y a été, et plutôt plus rapidement que prévu. Chaque service, chaque département est hyper optimisé dans son coin, mais la réalité, c'est que quand il y a un client qui arrive avec une demande, on met des mois à arriver à y répondre. Pourtant, la demande, elle n'était pas si dure que ça, non? Et enfin, alors ça, je pense que ça va parler à beaucoup de gens, on passe tellement de temps en réunion qu'à la fin de nos journées bien chargées, on se dit, mais finalement, est-ce que j'ai vraiment travaillé? Est-ce que j'ai eu le temps de travailler et de faire mon vrai travail aujourd'hui? Donc ça, voilà, quelques exemples de gâchis organisationnels.
Si on bascule sur notre première tentative à essayer de dissiper la brume autour du terme, ben on va essayer de voir ce que c'est qu'une entreprise durable. Donc, on va essayer de clarifier ça et peut-être en se posant une première question qui est ben, finalement, dans le durable, il y a la notion de durée longue. Comment faire pour qu'une entreprise dure? Et, et là, on peut se dire, bah, finalement, c'est un petit peu un arbitrage entre deux postures. Soit on arbitre en faveur de la rentabilité de l'entreprise, donc on gagne des sous, certes, on est profitable, donc la santé financière de l'entreprise est bonne à l'instant T, mais est-ce que c'est pas aux dépens de parties prenantes? Est-ce que quelquefois on prend pas un peu les clients pour des pigeons, nos salariés pour des citrons qu'on presse un peu fort sous le prétexte de la rentabilité? Ou alors on peut arbitrer bah, finalement autre chose. On peut se dire, bah, ok, bah, faisons des choix responsables. Mais est-ce que la responsabilité dans les choix, c'est pas toujours au dépend de la rentabilité au final? Donc là, le choix est un petit peu cornélien. C'est un vrai dilemme. Et c'est un dilemme pourquoi? Parce qu'en fait, là, on a l'impression qu'en posant ces deux questions-là, on oppose rentabilité et responsabilité. Et finalement, il y a peut-être un premier changement de logique qu'on peut adopter, c'est de dire, bah, si on arrêtait d'opposer, peut-être que finalement, la rentabilité et la responsabilité, ce sont deux notions qui sont sur deux axes totalement différents. Et donc là, on s'inspire d'Alan Fustek pour créer cette petite matrice qui a bien deux axes différents, l'axe de la responsabilité, l'axe de la rentabilité, et qui nous permettent déjà bah, d'inspecter toutes les actions qu'on prend dans notre entreprise, que fait notre entreprise, et d'essayer de les disséminer comme ça dans les divers cadrans pour pouvoir voir ce qu'on peut faire et avoir une vision finalement assez objective. Et puis ça va permettre d'agir parce que évidemment là, si on trouve des choses qui sont dans ce carré, dans ce cadran en bas à gauche, qui sont pas rentables et pas responsables, mais c'est facile, faut juste arrêter, c'est complètement débile. Il y a un autre cadran qui est assez facile en termes décisionnels, c'est si on est en haut à gauche, on fait des choses à la fois responsables, ce sont des choses en plus qui sont rentables, donc allons-y, il faut continuer absolument, c'est presque l'état idéal. Donc ça, c'est des choses faciles à décider. Maintenant, il y a deux autres cadrans qui posent quelques dilemmes. On fait des choses qui sont rentables, mais pas très responsables, donc qui sont au détriment des fameuses parties prenantes ou de l'écosystème de l'entreprise. Et là, on a un vrai problème éthique, parce que là, on a cette opposition, ben, est-ce qu'il faut continuer à être rentable ou est-ce qu'il faut adopter une posture un peu responsable? Et dans l'autre sens, alors on fait des choses très responsables, mais c'est pas rentable. Donc ça peut être du militantisme. Bah, typiquement là, le propos de l'association Blues pour l'hôpital, oui, c'est un vrai acte d'aider dans un temps de crise les hôpitaux et les EHPAD. C'est pas rentable. On cherche la preuve, on génère pas de profit. On compte sur un appel aux dons pour faire fonctionner la machine. Ça peut être aussi une forme, il y a aussi là-dedans les actions qui sont un petit peu de l'ordre de la danseuse. Vous voyez la petite lubie pour montrer que oui, quand même, on fait des trucs qui sont assez responsables. Et donc on peut retrouver aussi ces cas-là. Et il faut être réaliste quand même. Il y a beaucoup de choses qu'on fait en entreprise qui sont rentables et pas forcément responsables. Et un petit peu moins qui sont responsables et pas rentables. Et au sein d'une entreprise donc, qui a un profit à faire, on remarque aussi, c'est pas une généralité, mais qu'on va peut-être chercher à faire du responsable pas rentable pour compenser, que ce soit vraiment pour compenser ou des fois en termes d'image, ce qu'on fait qui n'est pas rentable et responsable. On va planter des arbres pour compenser notre émission de CO2, par exemple. C'est de la compensation. On ne dit pas que c'est pas bien, mais c'est pas l'idéal. Alors, il y a une autre chose qui n'est pas du tout représentée sur cette matrice et qui change beaucoup les choses, c'est le temps. Il faut remarquer que le temps long va inverser en fait ces proportions-là. Parce que si on fait trop de choses rentables et qui ne sont pas responsables, qui sont au détriment de toutes les parties prenantes de l'écosystème de l'entreprise,
L'écosystème de l'entreprise, c'est l'environnement, c'est l'écosystème sociétal, c'est les clients, c'est les fournisseurs, c'est les salariés, c'est les actionnaires. Ben, en fait, si on prend à chaque fois des choix qui ne sont pas respectueux ou de ces parties prenantes, ça ne va pas durer dans le temps, ça va s'écrouler. Les ressources vont s'épuiser, les salariés vont s'épuiser, les fournisseurs ne vont plus vouloir travailler avec nous, les clients ne seront pas contents. Donc, on voit que ce n'est pas une position qui est durable dans le temps. Par contre, si on fait que des choses qui sont pas rentables, ben, le mois prochain, je peux plus payer mes salariés, donc l'entreprise, juste, elle meurt dans le temps pour. Donc, vous voyez, finalement, cette histoire de rentabilité et de responsabilité, c'est une espèce de compromis à trouver entre le court terme et le long terme, une conciliation, et il faut faire les deux. Il faut être à la fois rentable et responsable. À la fin, on n'a pas le choix si on veut durer. Donc, le propos, c'est pas d'éliminer ce qui n'est pas rentable et de ne faire que des choses responsables ou vice-versa. C'est pas un choix binaire. Ça va être plutôt de dire, de se poser la question, une fois qu'on a pris ce recul-là, de dire comment est-ce que mes actions qui sont rentables et pas responsables, comment je les attire un petit peu vers la droite le plus possible. Et de même, pour mes actions qui sont responsables mais pas rentables, comment j'arrive à dégager de la rentabilité dessus pour que je puisse les maintenir dans la durée. Peut-être que ce serait bien d'avoir quelques exemples concrets. Alors les deux exemples vont un petit peu dans le même sens. C'est des histoires d'entreprise où on a fait des choix au départ un petit peu par... je mettrais ça dans la case militantisme, mais par constat qu'il y a une situation qui est pas supportable, qui ne peut plus durer et qui se sont avérés finalement être des choix rentables, en fait, des choses qui sont parties dans la case du bas et finalement se sont révélées être responsables et rentables. Pour cela, en fait, on va beaucoup naviguer dans le monde de l'informatique et de l'IT. Et là, je vous publie en fait des statistiques qui ont été publiées en 2017. Donc, je précise bien avant le confinement, qui a dû changer beaucoup les proportions dans l'empreinte carbone. Si on prenait une photo là sur les 2 mois derniers, elle aurait certainement pas cette tête-là. Et si on zoome un peu, là, vous voyez, j'ai entouré en rouge la quote-part des achats et usages Internet et technologie dans l'empreinte carbone des Français. Et un constat, moi, qui m'a frappé quand j'ai vu ce rapport, c'est que c'est autant que l'impact de la production de viande et de poisson pour l'alimentation. C'est également plus de 2 fois plus que le transport aérien. Donc là, quand on est là tous ensemble là, autour de Zoom, moi je vous partage un PowerPoint. Donc nos usages digitaux, ils sont là-dedans, là, dans cette cage vert clair. C'est moi quelque chose qui m'avait beaucoup frappé et qui ne frappe pas que moi, qui a notamment beaucoup alarmé en fait un trio d'entrepreneurs nantais qui sont à l'origine d'une entreprise qui s'appelle Green Spector et qui au départ en fait se sont saisis de ce constat-là et ont dit nous, notre contribution à l'environnement, ça va être de permettre aux développeurs qui se sentent responsables de ne pas créer cet impact si néfaste que ça, de créer des logiciels plus respectueux de l'environnement, qui émettent moins de carbone, en fait, grosso modo, qui sont moins consommateurs en énergie. Et donc, ils ont développé une suite de logiciels pour aider ces développeurs à mieux coder, à coder de manière finalement plus responsable. Et finalement, un logiciel qui... donc vraiment le propos, au départ, ces entrepreneurs-là, en fait, se sont vraiment rassemblés sur la cause environnementale. Donc sur quelque chose de responsable. Et puis en grattant un peu, finalement, ils se sont aperçus que leur suite, elle était quand même, elle connaissait un certain succès. Et en analysant ce phénomène-là, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que finalement, un logiciel qui est peu consommateur en énergie, donc qui produit moins d'émissions carbone, c'est aussi un logiciel qui est beaucoup moins cher à héberger dans le cloud. Les factures d'hébergement, enfin la facture énergie, c'est un gros pot de coûts dans l'hébergement. Donc un logiciel qui ne consomme pas, il ne coûte pas cher. Il est très probablement aussi sobre en bande passante, Internet. Il est plutôt léger, donc il ne va pas, si c'est une application, vous savez, pour les smartphones, là, ça ne va pas vider vos batteries en 20 minutes d'utilisation. Ça va être plutôt rapide.
C'est un logiciel qui est performant, qui est plus sobre, plus frugal, donc plus ergonomique. Et finalement, là, on commence à se dire qu'il y a un vrai intérêt économique derrière. Des économies directes sur le coût d'hébergement, par exemple, mais aussi des économies indirectes par finalement l'attractivité que vont avoir ce type de logiciel auprès de leurs usagers, qui sont très contents que ça ne leur vide pas leur batterie au bout de 10 minutes, que ce soit très fluide d'utilisation, que les temps de réponse soient très très rapides. Donc vous voyez, donc là un exemple de responsable finalement, d'action responsable qui se révèle très rentable. Un autre exemple dans le même genre, alors moi qui me touche de près parce que moi je travaille à Sophia Antipolis, donc dans le sud, et à Sophia Antipolis, il se trouve qu'il y a plusieurs sites d'Orange, dont un des 3 data centers qui héberge le portail orange.fr, toutes les chaînes connexes, le moteur de recherche Orange, etc. Donc des data centers en fait pour des sites grand public vraiment à très forte audience. Et donc en 2009, il y a un projet qui a été réalisé qui est la mise en place, alors j'expliquerai ce que c'est, du free cooling dans ce data center, qui sont donc les salles où on héberge les machines qui hébergent toutes vos applis qui sont sur Internet. Et alors le free cooling à cette époque-là, c'est complètement émergent, et puis surtout on dit mais au sud de Lyon, c'est pas possible, il fait trop chaud. Donc vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. Mais cette histoire-là, si on remonte en 2008, elle part d'un constat de gâchis. Et ce constat, qui le fait? Pedro. Alors il est peut-être connecté, Pedro, donc je lui passe le bonjour, si c'est le cas. Donc Pedro, qui dirige ce data center à l'époque, lui, il a vraiment un sentiment de gaspillage énergétique, puisque c'est quand même lui qui gère tout ça au quotidien, et il se dit, mais bon sang, en hiver, il fait chaud dans le data center, et on met la clim pour permettre parce qu'en fait, un serveur informatique a une certaine température de fonctionnement optimale. S'il chauffe trop, c'est comme votre téléphone, ça vous est peut-être déjà arrivé de laisser votre téléphone en plein été sur une table au soleil et qui vous disent, oups là, surchauffe, je m'éteins. Un serveur informatique, des composants informatiques ont une température de fonctionnement qui est en général autour des 25 degrés optimale et qui ne peut pas trop monter, faute de quoi ça ne marche plus. Donc en fait, en hiver, les serveurs, quand ils fonctionnent, ils produisent de la chaleur. Si on les laisse faire, la température de la salle, elle monte. Si la température de la salle monte trop, les serveurs s'arrêtent et ça ne fonctionne plus, on est en panne. Donc il faut climatiser. Même quand il fait super froid dehors, en fait, on a la clim à fond dans le data center. Donc ça, premier sentiment de gâchis. Et donc, il commence à s'intéresser à une technologie qui commence à arriver timidement dans les data centers, pas encore en France. C'est le free cooling qui permet finalement de se dire pourquoi, plutôt que de créer du froid, pourquoi on ne va pas chercher plutôt l'air extérieur? Et alors là, tous les spécialistes lui disent non, non, Pedro, n'essaye même pas, tu es au sud de Lyon. Au sud de Lyon, ça ne marche pas, il ne fait pas assez froid. Même en hiver, il ne fait pas assez froid. Tu vas te tordre la cervelle dans tous les sens et ton système ne va pas marcher. La mise en place d'un système comme ça n'est pas anodin, il faut réorganiser tout le data center pour la circulation d'air. Donc c'est quand même du gros projet de réaménagement. Mais alors Pedro, ça ne l'arrête pas et en fait, il va un petit peu se pencher sur les raisons qui font dire à tous ces gens non, non, c'est pas possible. Et il y en a une notamment qui est les températures de fonctionnement préconisées par les constructeurs de serveurs. Et alors là, il se met à faire des expérimentations et à aller toucher à ces limites-là. On augmente d'1 degré par-ci, 1 degré par-là, on regarde comment ça se comporte. Et il arrive finalement à trouver un compromis qui lui permet de mettre en place ce free cooling sur le data center. Les expérimentations ont duré de mémoire 8 à 10 mois. Donc, ce n'était pas anodin. C'est un projet qui a été très lourd. Et on est arrivé en 2009 à ne plus avoir à climatiser l'intérieur du data center pendant la moitié de l'année, c'est-à-dire que tant que la température extérieure était inférieure à 16, ce qui arrive quand même à peu près 6 mois de l'année chez nous, plus besoin d'allumer la clim.
L'année d'après, on va encore plus loin, c'est de se dire, il y a des bureaux attenants, dans le bâtiment, il n'y a pas que le data center, il y a toute une série de bureaux, mais servons-nous de la chaleur produite par les serveurs pour chauffer les bureaux. Et là, on arrive finalement à quasiment 6 mois de l'année sans dépenses énergétiques, action hautement responsable. Mais vous allez me dire, il a fallu quand même 10 mois d'investissement, d'études, d'expérimentation. C'est un projet qui a été très cher, très lourd. Mais qu'est-ce qui a fait que les chefs ont accepté ça? Eh ben, je vous donne en mille, c'est l'argument économique. Parce qu'en fait, pour la facture énergétique, c'est pour les cardoulines à cette époque-là, ça représentait 40% de la facture en énergie. Vous arrêtez de dépenser de l'argent pour l'énergie pendant 6 mois de l'année, ça vous coupe en deux votre facture énergétique. Donc c'était instantanément 20% sur la facture chaque année en moins à régler. Et je peux vous dire que le projet a été rentabilisé en quelques mois, parce que ces factures-là sont colossales. Donc voilà encore cet exemple de finalement rentable et responsable ne sont pas forcément opposables. Donc le premier changement de logique qu'on peut proposer, c'est quand on a comme ça ce genre de contraintes, essayer de voir les choses autrement, arrêter d'opposer les contraintes, mais essayer de faire du et plutôt que du ou. Et c'est comme ça qu'on arrive à inventer, à trouver de nouvelles mécaniques de fonctionnement. Donc il y a peu d'interactions en mode webinaire, donc j'espère que cette partie sur la perspective de qu'est-ce que c'est une entreprise durable, vous avez pu vous l'approprier. Maintenant, je vais m'attaquer à la terminologie agile. Alors dans la phrase ou le qualificatif entreprise agile, c'est une notion super brumeuse. Alors super brumeuse, mais alors c'est super à la mode. On voit pas un titre, une semaine sans un titre de journal, une pub qui ne vante pas l'agilité d'un service, d'une entreprise, d'un produit. Donc, comme on a à la fois agile et durable dans la conf, là, je pense qu'au niveau buzzword, on est assez bon. On a carton plein. Donc oui, c'est très très à la mode, ça ne reste pas néanmoins un petit peu brumeux. Et brumeux pourquoi? Il y a plein de définitions possibles de l'agilité dans le contexte d'entreprise. Même Damien, l'auteur de la conf, s'y était risqué une année. Et finalement, ce qu'on retrouve quand même là-dedans, ce sont des mots-clés qui reviennent tout le temps. C'est une certaine capacité à faire, une certaine capacité à changer et à appréhender le changement, une certaine rapidité, une certaine focalisation autour de la valeur délivrée pour le client. Et en fait, ce qui entretient un petit peu le flou dans cette notion d'agilité, c'est que finalement, c'est une idée qui prend des formes concrètes assez différentes selon les domaines auxquels elle s'applique. Donc, on a plusieurs formes d'agilité dans l'entreprise et qui ne se matérialisent pas et qui ne sont pas visibles de la même manière. Mais par contre, elles sont toutes issues d'une même logique qu'on appelle le déclic agile. Et elles vont se manifester sous différentes formes selon qu'on parle d'agilité dans les équipes de production. Les agilistes qui sont dans le public, ils mettront oui, là on fait du Scrum, du Safe, du Kanban, toutes les pratiques que les agilistes connaissent le plus, enfin celles qui sont les plus connues dans ce monde-là. Mais il y a aussi une forme d'agilité dans l'organisation et dans le management, comment on prend les décisions, comment on fait avec les gens. Et il y a aussi une autre forme d'agilité, une agilité en tout cas qui prend une autre forme quand on parle de la stratégie d'entreprise. Si on revient sur ce déclic agile, l'agilité, c'est d'avoir une nouvelle manière de penser. Alors qu'on aime bien résumer chez Good par un rond, un triangle, un carré, qui rappellera probablement à certains d'entre vous une console de jeu célèbre. C'est une nouvelle manière de regarder le monde avec ces trois petites formes. Et cette nouvelle manière de regarder le monde, elle part déjà par finalement l'acceptation qu'on n'a pas le contrôle sur tout, qu'on ne peut pas prendre le contrôle sur tout. Le rond, pourquoi? Parce qu'on s'est inspiré des cercles de Covey pour matérialiser ça. Les cercles de Covey, ça explique que la zone de contrôle qu'on a, que ce soit individuellement, en équipe, au sein d'une entreprise, elle est petite. Elle est plus petite que notre zone d'influence et elle est encore plus petite que notre zone de préoccupation.
c'est-à-dire ce sur quoi on aimerait avoir plus de contrôle pour s'assurer qu'on réussisse bien toutes nos initiatives. Et en fait, notre zone de préoccupation, elle est hyper mal représentée parce que ça ressemble plutôt à ça en vérité. Donc voilà, la première étape de ce changement de mindset, c'est d'accepter que notre zone de contrôle, elle est toute petite. Donc ça ne sert à rien d'essayer de mettre sous contrôle des choses qui nous échappent totalement. On va s'y épuiser, ça ne va aboutir à rien. Est-ce que pour ça, il faut rester les bras ballants et se dire, ah ben, en fait, on peut agir sur rien? Est-ce que le manque de contrôle, c'est égal à l'inaction? Ben non, en fait, il faut agir. Et pour agir, on va un petit peu inspecter le type de contraintes qui peuvent se poser à nous. Et là, alors, le triangle, il fait écho au triangle de fer, sacro-saint en gestion de projet, coût, qualité, délai. Et finalement, dans une perspective où notre zone de contrôle, on pense qu'elle est très grande, on va vouloir mettre des verrous sur ces trois angles du triangle, c'est-à-dire à la fois le quoi, qu'est-ce qu'on va fournir, la to-do list de ce qu'on a à faire, pour quand on va le faire, pour combien on va le faire. On tend à vouloir verrouiller tout ça par un plan projet, en essayant de mettre des outils pour contrôler ce qui va se passer et pour maintenir tout ça dans ce triangle-là. Et alors ceux qui sont dans le monde de l'informatique, encore une fois, vont peut-être particulièrement y être sensibles, bien que je connaisse aussi beaucoup d'autres domaines où les dérives projets soient monnaie courante. Quand il y a un pépin, qu'est-ce qui se passe? En général, on s'agrippe au quoi, au périmètre de ce qu'on va fournir, à la quantité de choses qu'on va fournir. Et qu'est-ce qui dérive? Ça va être le planning et les coûts. Et bien du coup, dans cette nouvelle manière de penser agile, on va encore une fois changer notre perspective et on se dit bah, finalement, essayons de renverser les contraintes. Pardon, je suis passée un petit peu vite. Renversons les contraintes au lieu de s'agripper à tout prix sur le quoi. Actons que on n'aura jamais assez de temps et de ressources pour tout faire. Donc ça sert à rien de se lamenter. Il faut agir, mais agir en partant de la contrainte. C'est-à-dire, on a une contrainte de temps, ok. On a une contrainte budgétaire, qui n'en a pas. Je ne connais pas beaucoup d'entreprises qui sont open bar au niveau budgétaire. Ok, actons de ces contraintes-là. Et à quoi pouvons-nous jouer dans ces contraintes-là? Eh bien, à essayer de fournir le contenu qui a le plus de valeur pour l'entreprise et pour le client. Et donc, en fait, ce carré, il va symboliser que bah, dans ce mode de pensée agile, ça ne sert à rien d'additionner des choses qu'on voudrait faire. On sait qu'on ne pourra pas tout faire. Il faut plutôt faire des choix séquents. On choisit ses batailles. Alors, ça tombe bien parce que juste avant, pour ceux qui étaient là, il y a eu une stratégie qui permet de faire ce type de choix, qui est le cost of delay, présenté par Damien. Il y en a d'autres. Mais en tout cas, il faut choisir. Il faut choisir ses batailles, choisir sur quoi se concentrer pour le mener à bien et s'assurer que ce sur quoi on va se concentrer amène le plus de valeur possible et au client et à l'entreprise au regard de son identité, de sa mission, du sens qu'elle met dans ses actions. Donc, si on veut résumer, voilà, c'est Déclic Agile. Si vous avez quelques formes à vous mettre en tête, c'est le rond pour dire on accepte l'incertitude. On accepte que notre zone de contrôle est petite. On renverse les contraintes. Ça ne sert à rien de se lamenter ou de lutter contre les contraintes. Actons-les et prenons-les en compte et construisons dans ce jeu et dans ces limites de contraintes en choisissant son terrain de jeu, le petit carré. Là, c'était un petit peu le déclic agile, le mode de pensée. Mais ce mode de pensée, il est accompagné d'une manière de faire aussi un petit peu différente qui incarne ce mode de pensée. Et donc là, on arrive dans l'univers des méthodes agiles. Donc là, le propos, c'est pas que je vous fasse un panorama de toutes les méthodes agiles qui existent. Ça prendrait beaucoup trop de temps. Une conf n'y suffirait pas, probablement. D'ailleurs, vous voyez, toute la journée, là, il y a une vingtaine de confs qui parlent quand même plus ou moins d'agilité. Mais de dire finalement dans toutes ces méthodes, il y a des manières de faire qui ressortent et qui sont communes. Et la première qui est très importante, c'est que d'abord être agile, c'est d'abord faire. On arrête de se lamenter sur le fait qu'il y ait trop de contraintes, qu'on contrôle rien, on fait.
on fait même dans l'incertitude. On ne cherche pas à tout remettre sous la coupe de la certitude avant d'entamer les premières actions. Et pourquoi ça? Parce qu'en fait, on fait pour apprendre, et pour apprendre directement du terrain. L'agilité, les méthodes agiles sont toutes des méthodes empiriques, c'est-à-dire qu'on apprend en faisant, et on gagne en connaissance au fur et à mesure qu'on avance. Du coup, ça implique de faire en vrai. On ne fait pas des beaux plans sur papier, on ne fait pas des beaux PowerPoint, on fait des vrais produits, des vrais tests avec des vrais clients. Et surtout, on fait avec les gens, en impliquant les parties prenantes plutôt qu'en décidant pour elles. Les parties prenantes, ça va être les salariés qui vont participer à la production, ça peut être les clients, ça peut être les fournisseurs, ça peut être tout type de parties prenantes dans l'entreprise et dans son écosystème. Donc faire avec et faire en vrai. On fait pas à pas, en plusieurs fois, parce que comme on fait pour apprendre, on ne fait pas de trop gros pas, parce que si on s'est trompé, l'échec là serait un peu trop dur. Donc faisons de petits pas pour que l'échec soit pas douloureux et qu'il puisse être source d'apprentissage plutôt que source de douleur. On fait peu, pour le coup, l'agilité a par construction une notion de frugalité. On va essayer de ne pas réaliser des choses inutiles. Et c'est là qu'on gagne du temps. C'est là qu'on s'achète du temps pour faire des choses qui ont plus de sens. Donc on fait peu, mais on fait l'essentiel. Et l'essentiel, on essaie de le faire passer en premier pour dégager beaucoup plus vite de la valeur qui va être à disposition pour les usagers de ce qu'on construit. On fait aussi tard que possible, paradoxalement. En fait, on n'essaie pas de faire des choix technologiques, des choix qui vont nous verrouiller dans une voie trop tôt. C'est-à-dire que s'il y a plusieurs chemins à explorer, on va le plus tard possible faire la décision de partir sur l'un et sur l'autre. On part souvent de derniers moments responsables pour faire un choix. On essaie de se préserver des options, en somme, pour que si c'est inhérent à l'empirisme, si une voie ne marche pas, on peut avoir de quoi rebondir sur une autre voie assez rapidement. Mais si on se l'est coupé, si on a brûlé le pont, ça va être très difficile de revenir dessus. On essaie, du coup, la conséquence, c'est qu'on fait vite et pas cher. Et je dis c'est plutôt une conséquence, parce que pourquoi on fait vite et pas cher? Parce qu'on fait peu et on fait l'essentiel. Donc il ne faut pas prendre ça comme on fait vite et pas cher en mode quick and dirty. C'est qu'on a rigoureusement sélectionné ces combats et qu'à chaque fois, on fait le minimum d'efforts qui produit le maximum de valeur. Donc si on arrive à s'appliquer cette discipline-là, le résultat, c'est qu'on fait vite et pas cher. Et on fait de mieux en mieux. À chaque fois, c'est aussi l'empirisme qui nous apprend ça. Comme on fait pour apprendre, il faut à chaque petit pas revenir sur ce qu'on a fait pour s'améliorer, pour que le prochain poids soit de plus en plus pertinent. Donc ça, c'est un petit peu toutes les manières de faire qui sont incarnées par différentes pratiques que vous retrouverez dans les méthodes agiles. Et donc, si je reprends mon arbre, finalement, le terreau dans lequel est planté cet arbre, c'est ce terreau du monde VUCA. Alors là, le côté incertitude, je pense qu'on est en plein dedans, même en lendemain de déconfinement, il y a toujours beaucoup d'incertitudes sur ce qui va se passer pour nous économiquement, sociétalement, environnementalement, puisqu'on a vu que finalement ce confinement avait aussi certains effets. Est-ce qu'on va être en capacité de les faire perdurer ou pas? Donc cette incertitude, cette complexité, c'est notre terreau. Et en fait, il est de la responsabilité des gens dans l'entreprise d'adopter ce principe de réalité et de responsabilité en disant je ne lutte pas contre ça parce que c'est un combat perdu d'avance qui va me coûter une énergie folle et on ne pourra pas gagner contre la complexité qui nous entoure. Donc on a ce fameux déclic agile qui nous permet de voir le monde autrement et d'agir et du coup d'adapter nos actions, notre manière de faire. Et du coup, finalement, l'agilité, c'est face à cette nouvelle réalité, on adopte ce mode de pensée, ces nouvelles manières de faire, et par là, ça va graduellement développer dans l'entreprise de nouvelles capacités. Au niveau de l'équipe, ça va développer la capacité d'adaptation dynamique du projet à ses contraintes ou à son contexte. On ne va plus avoir peur du changement, mais on va plutôt l'incorporer comme étant
une constante. La constante, c'est le changement. L'agilité du management, ça va être une capacité finalement du management et de l'organisation de s'adapter dynamiquement aux contraintes et à ses moyens et à ses buts. On a des ressources contraintes, on a un écosystème qui évolue très très rapidement. Comment je m'adapte sans douleur? Et enfin, de l'adaptation de la stratégie, finalement, une capacité, on va développer dans l'entreprise une capacité d'adaptation de l'entreprise à son marché et à son écosystème, même si, encore une fois, il est très changeant et même s'il y a toute cette incertitude et cette complexité qui nous entoure. Donc finalement, l'agilité, c'est développer dans le temps des capacités dans l'entreprise. Et finalement, est-ce que tout ça, c'est une bonne stratégie? Et en quoi, finalement, ces leviers d'agilité font que la stratégie va permettre de durer? Puisque rien n'est certain en plus, sauf la mort et les taxes, comme nous le rappelait Peter Drucker. Et du coup, là, avec tous ces changements, on peut se poser même la question, l'entreprise peut-elle encore avoir une stratégie? Certainement pas un plan sur 10 ans, c'est de plus en plus difficile. Alors on peut finalement comparer ça à une manière de voir les choses en termes de stratégie, typiquement dans un temps reculé. La stratégie, c'était de conquérir toutes les places qui étaient en situation de hauteur, les sommets de collines, de buttes, de montagnes, et d'y construire des châteaux forts pour s'assurer un abri sûr qui soit inatteignable. Mais comme je le disais au début de la conférence, finalement, si on met du temps long là-dessus, cette stratégie-là, au bout de quelques dizaines ou centaines d'années, finalement, ça se termine toujours par le château qui est en ruine sur un temps plus ou moins long, mais le château s'écroule. Donc, est-ce que c'est vraiment cette conquête de position dominante et d'y rester, c'est-à-dire de construire quelque chose de lourd et de solide et d'ancré au sommet, qui est vraiment payant aujourd'hui dans l'incertitude actuelle? Est-ce que finalement, je vais peut-être utiliser un exemple d'entreprise pour illustrer ces deux types de stratégies. Donc là, vous voyez, c'est Toy Story. Toy Story a été la première création très connue et qui a rencontré beaucoup de succès d'une entreprise qui s'appelle Pixar et qui au départ, c'est un service de la division informatique de Lucasfilm, Pixar, au départ. Et alors Lucasfilm, sa stratégie, en fait, sa stratégie, je ne sais pas si c'était intentionnel ou si ça s'est fait comme ça, mais pourquoi Lucasfilm est connu en fait pour un produit, pour une conquête de position dominante, on dirait, c'est la marque Star Wars. Ils ont fait la guerre des étoiles à la fin des années 70, plus le merchandising, tout ce qui allait autour. Et alors, depuis que c'est racheté par Disney, je vous explique, je vous refais pas le chemin de un ou deux épisodes de la saga par an pour essayer d'user jusqu'à la corde le fil Star Wars. Donc Lucasfilm, en fait, c'est construit sur un produit. Et le produit, c'est cette saga. Un petit peu comme notre château fort tout à l'heure. Superposition dominante, Star Wars a eu un succès extraordinaire et on a construit un château fort. Mais est-ce qu'on peut citer la multiplicité de créations de Lucasfilm à part Star Wars? Pas tellement. En revanche, Pixar, eux, ne se sont pas construits sur un produit. Ils ont eu certes quelques sagas assez phares comme Toy Story, Cars, mais ils ont aussi fait Nemo, Monstres et compagnie, Wall-E, Les Indestructibles, Ratatouille, j'en passe et des meilleurs. Ils ont remporté 9 Oscars parce qu'en fait, Pixar ne s'est pas construite sur un produit, mais sur une capacité. Et la capacité vedette de Pixar, c'est de raconter des histoires. Peu importe qu'elle soit difficile à porter à l'écran, qu'elle soit difficile à merchandiser après, c'est pas ce qui préoccupe Pixar. Pixar, ce qui les préoccupe, c'est leur capacité à raconter des belles histoires dans lesquelles les gens plongent. Donc vous voyez un petit peu, finalement, si on revient à l'analogie du château fort,
Lucasfilm, ce sera un petit peu la position de conquête sur le produit phare qui a un succès énorme pendant des dizaines d'années, mais que sera et ça dure, hein, parce que les années 70, on peut pas leur enlever que le château fort a été solide, mais finalement, l'approche Pixar, c'est finalement un château, oui, mais pourquoi faire? Est-ce que le château, c'est pas plutôt d'être en capacité pour l'entreprise de dormir à l'abri chaque soir? Et donc voilà, Pixar, analogie dans son monde, c'est nous, notre capacité, c'est de raconter des belles histoires qui vont finalement trouver leur public parce qu'elles sont bien racontées. C'est une bascule fondamentale, ça, parce que finalement, le produit, c'est le capital de l'entreprise, ce qu'elle produit. L'équipe, c'est du capital immatériel. Les capacités de l'entreprise à faire des produits, c'est du capital immatériel. Et finalement, est-ce que l'important, ce n'est pas ce qui rapporte, mais plutôt ce qui coûte? Parce que vous aurez remarqué, le produit, on le vend, on rapporte des sous avec. L'équipe, on la paye, ou les capacités à avoir des gens qui savent bien faire leur travail et qui ont des vraies compétences et des vraies capacités, c'est un coût. Donc, c'est une vraie bascule. Et finalement, on peut se dire que dans un monde très instable, est-ce que cette bascule, s'il y a des tremblements de terre tous les 4 matins pour notre fameux château fort, est-ce que le véritable actif de l'entreprise sur lequel investir, est-ce que ce ne serait pas l'équipe par hasard? Et là, alors on bascule vers la notion de valeur immatérielle pour l'entreprise et la notion de capital immatériel. Le capital immatériel, il faut se mettre en tête que finalement, c'est une capacité à générer des cash flows, ce qui va rapporter, mais dans le futur. On reprend en fait cette histoire de temps court et de temps long. Les dépenses qu'on fait aujourd'hui, les investissements sur le capital immatériel qu'on fait aujourd'hui vont préserver la capacité de l'entreprise à produire et à être rentable demain. Donc c'est quelque chose sur lequel il faut investir. Mais dans le temps court, si on n'a pas de quoi payer les gens là, maintenant, le mois prochain, pour qu'ils développent leurs compétences, pour qu'ils restent dans l'entreprise, eh bien, c'est mort. En fait, le mois prochain, on ferme la porte et même si on avait une super capacité à produire dans le futur, on n'a pas été en capacité de l'entretenir là, maintenant. Donc, il faut être rentable aujourd'hui pour financer le capital immatériel qui permettra d'être rentable demain. Vous voyez que c'est une vraie boucle. Encore une fois, on revient à la notion du début de la présentation. On ne peut pas opposer les deux, il faut les deux. Alors ça tombe bien parce qu'en fait la valeur immatérielle, bon, on a parlé des équipes, on a beaucoup parlé des équipes, mais il n'y a pas que ça. Il y a en fait tout ce qui coûte dans le, dans le capital immatériel de l'entreprise. Il y a votre système d'information qui vous permet de faire votre travail tous les jours. Il y a l'image que véhicule votre marque. Il y a votre organisation et sa capacité en fait à mener à bien tous ces projets. Il y a votre réseau de partenaires, de fournisseurs, sans qui vous ne pourriez pas faire ce que vous avez à faire. Il y a la relation avec tout le terreau sociétal dans lequel est inscrit votre entreprise. Il y a évidemment tous les savoir-faire et les technologies que vous allez développer. Il y a vos clients qui sont plus ou moins fidèles. Et il y a l'environnement naturel. Et enfin, il y a les actionnaires et toutes les ressources financières qui vont vous permettre d'entretenir votre entreprise. Donc le capital immatériel, c'est tout ça. Et alors ça tombe bien, on est en France, on va reparler d'Alan Fustek, donc, et de l'Institut pour le capital immatériel, l'Institut SCI. Et il se trouve qu'il y a quelques années, donc c'était sous le ministère de Christine Lagarde, il y a eu une étude pour pouvoir valoriser en euros ce capital et en tout cas l'évaluer, ce capital immatériel, pour le faire tout simplement reconnaître au même titre qu'un capital matériel. Et c'est une véritable bascule, encore une fois, de pensée entre la gestion budgétaire du type CAPEX ou PEX qu'on avait jusque-là. Donc ce sont vraiment de nouveaux outils de pensée pour les directions.
Alors concrètement, si on repart finalement sur ces leviers d'agilité pour entretenir ce capital immatériel de l'entreprise, ben, typiquement un premier exemple, ben, tiens, qu'est-ce qui se passe si on injecte un peu d'agilité et de manière de faire agile dans nos processus d'achat, par exemple pour sélectionner nos fournisseurs. Ben, on a une expérience chez Good d'une démarche qui s'appelle le Lean Agile Procurement et qui permet finalement de partager le besoin et les contraintes qu'on a en tant qu'entreprise cliente avec des fournisseurs potentiels pour essayer de choisir celui qui maintenant et dans la durée va être finalement le meilleur partenariat pour nous pour nous aider à atteindre nos objectifs. Et en fait, le propos du lab, c'est encore une fois, au lieu de faire pour les gens, mais on va faire avec eux. Et l'idée, c'est de travailler tous ensemble avec plusieurs fournisseurs pour essayer d'élaborer la meilleure solution. Et donc, il se trouve que cette démarche, en plus d'être responsable, parce qu'on implique vraiment les fournisseurs au plus proche de nos enjeux, eh bien, elle est rentable aussi parce que finalement, on s'économise beaucoup de temps en aller-retour entre plein de documents. Donc, c'est un processus qui s'est avéré 10 fois plus rapide qu'un appel d'offres classique, qu'on trouve in fine un meilleur matching de solutions avec le besoin qu'on avait émis. On réduit beaucoup le temps et le risque de délai pour l'entreprise et pour son fournisseur, c'est-à-dire que si on ne prend pas des mois à faire un choix de fournisseur, forcément on va être en capacité de livrer plus tôt. Et puis, ce qu'on a, nous, ressenti en accompagnant plusieurs démarches comme ça, sur des cas concrets, c'est qu'on a quand même une satisfaction accrue de toutes les parties prenantes, qu'elles soient internes à l'entreprise. Le service achat, les opérationnels qui commanditent l'appel d'offres, le service juridique qui contractualise avec le fournisseur, et même les fournisseurs, ils trouvent vraiment leur compte dans cette manière de travailler. La deuxième idée, alors c'est au niveau d'une organisation, donc de la capacité de l'organisation à prendre une décision. Qu'est-ce qui peut se passer dans un schéma d'une organisation assez hiérarchique? On va dire que Magali a une idée, mais sauf que cette idée, elle peut pas la décider et l'exécuter toute seule. Elle a besoin de gens. Elle ne sait pas bien où d'ailleurs dans cette organisation qui est un petit peu sur un mode siloté. Les gens ne se parlent pas beaucoup en transverse. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle en parle à son chef. Et son chef, là, il a deux options pour répondre. Soit non, je trouve que c'est pas une bonne idée. Soit oui, mais lui-même, il n'est pas trop en capacité de faire. Donc, il va en parler à son chef, qui a un peu les mêmes deux options. Et donc, ça va remonter tout en haut. Et donc avec autant, vous voyez les petites bulles rouges, c'est autant de chances que l'idée, qui était peut-être bonne au départ, elle finisse à la poubelle. Et puis une fois que le chef du chef a dit oui, on se dit c'est gagné, mais non, c'est pas gagné parce que lui, il peut pas faire directement parce que il se trouve que ça va dépendre de quelqu'un qui est dans une autre division. Donc il va demander à un de ses N-1. Et à la descente, c'est pareil, il y a un petit peu de choix de chemin. Soit, non, faut pas faire ça, c'est pas possible, j'ai pas les ressources. C'est peut-être une bonne idée, mais j'ai pas les ressources, pas les capacités. Donc, non, c'est pas possible. Et si par hasard il pense que c'est possible, il dit, hop, cascade. Et à chaque échelon, évidemment, on aura toujours cette décision possible, pas possible, et de s'adresser à celui d'en dessous pour faire. Et quand enfin on y arrive, alors ça c'est le cas favorable, et finalement ça tombe chez Paul qui avait tout à fait les capacités de faire ce truc-là en quelques heures, et qui dit soit qu'il n'a pas le temps, soit fait non, mais ça c'est vite fait, il le fait et ça prend quelques heures. Donc là, vous imaginez, et là, je pense qu'on a mis des durées approximatives là sur les circuits en fonction des niveaux qu'il y a à remonter, qui sont peut-être même très très optimistes. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que là, l'aller-retour, il a pris 2 semaines dans un cas très favorable où tout le monde a dit oui, mais qu'il aurait pu prendre peut-être 2 minutes si Magali avait eu la capacité de s'adresser directement à Paul, et que si Paul avait eu entre ses mains la capacité à prioriser tout seul ses actions et à lui dire oui ou non directement. Donc finalement, de quoi on parle? On parle de capacité de prise de décision
au plus près du terrain pour avoir une prise de décision beaucoup plus éclairée et beaucoup plus rapide. Et ça, comment on arrive à le faire? On ne peut pas le décréter comme ça. Ça se fait en développant l'autonomie responsable, s'il vous plaît. Alors, SVP, en fait, ça ne veut pas dire s'il vous plaît. Je vais vous dévoiler très vite ce que ça veut dire cet acronyme. Mais encore une fois, on va partir de deux notions qui semblent un peu opposées. C'est que finalement, l'autonomie, ça augmente l'agilité, donc à comprendre la capacité finalement à prendre et à exécuter des décisions assez rapidement. Mais ça peut créer du risque parce que si chacun dans l'organisation fait ce qu'il veut, on peut aller au mur très très vite. Donc comment on gère ce risque? La réponse traditionnelle au risque, c'est essayer de mettre du contrôle. Et le contrôle, en général, ça veut dire petite réduction d'autonomie dans l'entreprise. Donc on est encore une fois là face à deux notions qui apparaissent comme contradictoires. Plus j'augmente l'autonomie, plus j'augmente du risque. Alors du coup, je vais essayer de réduire le risque, mais par là même, je réduis l'autonomie. Comment est-ce que je peux faire? Si on prend le problème à l'envers, maintenant vous avez l'habitude de ce petit changement de perspective, et plutôt comment on se pose la question. La vraie question, c'est finalement comment on réduit le risque par l'autonomie responsable. Et SVP, ça ne veut pas dire s'il vous plaît, ça veut dire sachant, voulant et pouvant prendre les bonnes décisions en autonomie sur leur périmètre. Je vous invite, alors c'est en fin de journée, il y a Maria Ternard qui fait une heure de conf spécialement sur cette partie, l'autonomie responsable. Et je vous invite à aller la voir parce que vraiment, ça donne des bonnes clés sur comment ça se construit. Parce qu'évidemment, il ne suffit pas de le décréter. Mais qu'est-ce qu'on met derrière sachant, voulant, pouvant? C'est-à-dire qu'on va être en capacité de descendre finalement la prise de décision au plus près du terrain si on remplit ces trois conditions. C'est-à-dire si on a des gens qui sont sachants, si on a développé les compétences des personnes qu'on veut mettre en autonomie. Si ces personnes-là ont la volonté de prendre à leur charge ces décisions et ces exécutions de décisions, là, on va aller chatouiller quelque chose qui est de l'ordre de la motivation des gens à faire ça par eux-mêmes. Et pouvant, c'est est-ce que le contexte va leur permettre, même s'ils ont les compétences, même s'ils ont la volonté, quelquefois, ils n'ont pas les moyens, pas la légitimité, pas la bonne quantité d'informations à disposition pour pouvoir faire les choses. Donc voilà, c'est finalement en rassemblant ces trois critères, sachant, voulant, pouvant, qu'on se met finalement ce petit filet de sécurité qui va permettre au sein de l'entreprise à faire s'exercer l'autonomie dans les équipes sans mettre l'organisation en danger. Et finalement, alors on a mis en photo une petite affiche d'un syndicat qu'on avait capté dans une entreprise qu'on a accompagnée. Et finalement, ça met tout le monde d'accord, cette histoire-là, puisque l'affiche, elle raconte que ce syndicat est pour changer la vie au travail en donnant du sens et de la finalité, un management valorisant pour soi et pour tous, être acteur et décideur au travail, travailler pour répondre aux besoins sociaux. Finalement, ça ne s'oppose pas et tout le monde veut la même chose dans ce contexte-là. Et donc là, on a agi, là, si on met des petits points sur notre capital immatériel, on a agi sur notre organisation, sur les équipes, sur les salariés qui travaillent pour nous et sur le développement de nos compétences et de nos savoir-faire. Donc, on a un petit hit de 3 sur notre petit schéma. Donc, on a traité de ça. Auparavant, on a traité aussi de comment on gère la relation entre les clients, les fournisseurs et les partenaires. Et vous voyez que déjà, avec ces deux leviers d'agilité, on a été touché beaucoup de choses sur cet immense capital immatériel qu'on a dans chacune de nos entreprises. Donc pour récapituler, on peut finalement retenir qu'être agile, c'est d'abord faire, et c'est faire pour apprendre, et c'est ça qui va développer nos savoir-faire, nos capacités, nos technologies. Faire peu, faire en vrai, faire avec, et faire de mieux en mieux, s'améliorer. Et finalement, on conclura peut-être par la démonstration qu'on essayait de faire, qui est un petit peu touffue, mais si on doit finalement résumer ça, c'est que finalement, la clé, c'est le développement du capital immatériel, c'est rentable et responsable, et que les leviers d'agilité,
par la manière dont ils sont construits et le mode de pensée agile, ça conduit à développer ce capital immatériel et ça y contribue. Si vous pouviez repartir, vous chacun, avec quelques idées, et bien finalement, ce serait peut-être d'inspecter ce gâchis qui est partout et qui est immense autour de nous dans notre organisation, et de se dire que, comme notre zone de contrôle est toute petite, on ne peut pas régler le problème tout seul et dans son entièreté. Mais par contre, ensemble, on peut s'amuser à faire bouger quelques lignes. Par exemple, vous vous souvenez des petits cercles, essayez d'étendre notre cercle d'influence. Par exemple, en montrant le gâchis qu'on voit dans les organisations et à ne pas juste en être témoin sans rien dire. D'aller chercher peut-être des mandats et des alliés pour expérimenter des alternatives, de partir de l'existant et l'améliorer pas à pas. Essayez pas de faire des big bangs, c'est peut-être perdu d'avance, mais un petit geste, petit peu par petit peu, ça peut déjà faire beaucoup avancer les choses. Et à chaque fois, se poser cette question de rentabilité et de responsabilité. Qu'est-ce que je peux ramener quand c'est rentable et pas responsable? Qu'est-ce que je peux ramener un petit peu le curseur vers la responsabilité? Quand c'est responsable et pas rentable, tiens, quel moyen je peux trouver de valoriser tout ce que je fais pour rendre rentable ces actions responsables pour qu'elles puissent perdurer dans l'avenir. Et je vais presque vous laisser sur cette citation d'Eric Hofer. Finalement, quand viendront les changements, les apprenants hériteront de la terre alors que les sachants se retrouveront superbement équipés pour faire face à un monde qui n'existe plus. Je trouve que cette conf a, en tout cas pour moi, beaucoup de résonance dans le contexte actuel. J'espère que ça en a eu pour vous aussi. Et je vous laisse de nouveau sur le petit slide de Blues pour l'hôpital.